Bienvenue dans le podcast Les Chroniques d'un entrepreneur, l'émission de ceux qui veulent en apprendre plus concernant nos impacts sur le monde qui nous entoure. Venez discuter vêtements, livres et voyages avec deux entrepreneurs qui invitent chaque semaine des amis afin de partager leur aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Maxence. Bonjour Maxence. Bonjour Paul. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Nous, on s'est rencontrés lors de notre première année de master. Et puis, on a aussi eu quelques employeurs en commun. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Maxence. Effectivement, on a eu quelques employeurs en commun, comme par exemple la SNCF. Donc moi, je travaille en tant que consultant en système d'information. J'habite dans les Yvelines et je m'intéresse à ce format de vidéo qui est le podcast. Donc c'est pour ça que je participe aujourd'hui avec toi à cet enregistrement. Je te remercie. Tu connais un peu le principe, du coup c'est à l'invité d'animer, donc je vais te laisser la main. Très bien. Alors du coup, première question, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui avec toi, j'aimerais parler des matières qui composent les vêtements, pour deux grandes raisons, parce que tous les jours on met des vêtements, mais on s'intéresse rarement à ce que l'on porte, et certains problèmes de confort ou même de pollution viennent du type de tissu qu'on utilise. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, personnellement, à chaque fois que j'achète un vêtement, ou même quand je fais des boutiques, je regarde tout le temps la composition de la matière. Ok. Oui, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément tendance à regarder. Après, je suis assez sensible, c'est-à-dire au lieu de fabrication, mais c'est vrai que le pays qui est inscrit sur l'étiquette, ou aussi bien les matières, ça ne me parle pas forcément. Donc, je regarde par acquis de conscience, mais c'est vrai que c'est pas forcément un critère qui va permettre l'achat de mon côté. Si tu peux m'éclairer. Donc il existe deux grands types de matières. On va parler des matières naturelles et des matières chimiques. Donc dans les matières naturelles, il y a deux sous-types. Donc les matières animales, dans un premier temps. Donc ça, c'est tout ce qui est issu d'élevage d'animaux, ou pas. Ça peut être dans des milieux plutôt naturels. Il n'y a aucune transformation chimique. Et ça c'est issu du coup des animaux. Donc on peut citer par exemple le cuir, la laine de mouton, la laine d'alpaga ou même la soie des vers Bombix. Dans le deuxième catégorie de matières naturelles, on a les matières dites végétales, donc issues de la culture des plantes. Donc que ce soit des graines, des tiges, des feuilles ou même de la sève. Pareil, il n'y a aucune transformation chimique. Donc là, la matière la plus connue en termes de matière végétale, c'est le coton. Mais tu as tout ce qui est lin, le raffia ou encore le latex naturel. Donc ça, c'est la première catégorie de matières qui sont les matières naturelles. Ok, donc celles-ci, ce sont les matières à favoriser finalement. En fait, ça, c'est vraiment les matières les moins transformées. On les prend et ensuite, on va les transformer pour faire des fils. Le deuxième type de matière, c'est du coup les matières chimiques. Et là, encore une fois, il y a deux sous-types de matières, les matières artificielles. Donc ça, c'est la matière première est issue de matériaux présents dans la nature, donc que l'on va ensuite transformer avec des produits chimiques. Donc par exemple, on a tout ce qui est bois, eucalyptus, que l'on va faire par procédé chimique pour le transformer dans ce qu'on appelle, par exemple, le viscose, le modal, le lyocell ou l'acétate. L'acétate, tu connais un peu, c'est issu du bois, c'est pour tout ce qui est les lunettes. D'accord. Et encore, on peut citer des matières comme le lait, qu'on peut transformer en matière un peu plus dure, et nous on fait ça chez Avant-Garde France. La deuxième sous-catégorie, c'est les matières synthétiques. Et là, c'est vraiment des matières qui sont fabriquées de façon artificielle à partir du pétrole. Et là, on peut citer le polyester, le polyamide, l'acrylique, tout ce qui est poly. C'est généralement des fibres totalement synthétiques issues de la transformation du pétrole. Très bien. Donc pour faire le parallèle avec Avant-Garde, on est d'accord que toutes ces matières, je dirais, chimiques ne font pas partie de votre charte. En fait, nous, et là c'est quelque chose de très important pour moi, on essaie de bannir au maximum toutes les matières synthétiques. Les matières artificielles, ça peut être intéressant de les utiliser parce que il
il y a des matières qui sont où le processus de fabrication est pas trop polluant pour la nature, comme le lyocell. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un minimum. Donc moi, par exemple, mon objectif, c'est vraiment de bannir toutes les matières synthétiques de nos vêtements. Et mon objectif, quand j'achète un vêtement, personnellement, c'est moins de 10% et même moins de 5% de matière synthétique dans un vêtement quand je l'achète. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces matières un peu chimiques, elles sont présentes dans la majorité de nos vêtements. 63% des matières commercialisées sont en matière chimique. Donc c'est vraiment quelque chose de commun. C'est pas une exception. Alors du coup, toutes ces matières, donc comme tu viens de les citer, c'est-à-dire un petit peu chimiques ou du moins non naturelles, quel est l'intérêt aujourd'hui de fabriquer des vêtements au sens large avec, avec ces matières justement, qui ne sont pas forcément les meilleures matières que l'on peut utiliser? Bah, en fait, la réponse est très simple. Déjà, il y a pas de gros avantage d'avoir des matières synthétiques dans des vêtements, à part pour des vêtements très techniques, comme les vêtements de moto, pour tout ce qui est résistance à l'abrasion, ou encore tout ce qui est sport, où tu vas avoir besoin de matières stretch qui vont pas, tu sais, se casser à chaque fois que tu vas faire un mouvement. Mais la première raison de tout ça, c'est le coût. En fait, produire une fibre issue du pétrole, ça coûte rien, quasiment rien, parce que c'est créé en labo, quoi. Bon, pourquoi est-ce que je m'oppose à tout ça? La première raison, c'est qu'en fait, la transpiration est provoquée par des vêtements principalement synthétiques. C'est-à-dire que nous, comment est-ce qu'on voit ça? En fait, c'est très technique. C'est ce qu'on appelle le taux de reprise d'absorption de l'eau par la matière. Donc, c'est la capacité, si tu veux, au vêtement de pouvoir aspirer de l'eau. Si ton vêtement n'aspire pas de l'eau, c'est-à-dire qu'il va faire barrière et en fait, tu vas commencer à transpirer dans ton dos. Donc pour le polyester, par exemple, c'est 3%, contrairement au lin qui est de 12%, tu vois. Donc c'est cette partie rétention d'eau qui prouve que en fait, quand tu transpires dans tes vêtements, c'est pas forcément à cause de la couleur noire, mais c'est principalement à cause de la composition de ton vêtement. Donc de la matière utilisée. Exactement, donc de la matière utilisée. Mais il faut savoir aussi que c'est une des plus grandes catastrophes écologiques. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast, lorsqu'on lave nos vêtements, en fait, ça libère des microparticules, et c'est l'équivalent de 50 milliards de bouteilles qui sont libérées par an dans l'eau et dans les océans, qu'on ne peut pas rattraper. Vis-à-vis du taux de reprise que tu viens de m'énoncer, moi je suis très étonné parce qu'effectivement, j'avais pas forcément connaissance de ces chiffres. Après, je me demande si c'est vraiment, je dirais, de ma faute de ne pas les connaître, mais est-ce que tu trouves qu'il y a assez, je dirais, de communication sur l'utilisation de ces matières nocives par les grandes industries? Est-ce que tu trouves qu'il y a assez de communication vers le consommateur ou pas forcément? Est-ce qu'il existe des associations ou ces choses-là où tu as pu t'en rapprocher? En France, c'est obligatoire de mettre la composition du vêtement sur une étiquette. Donc cette information, elle est disponible à tous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu achètes un vêtement, tu sais de quoi il est composé. Après, il faut que ça soit toi qui saches, quand tu vois le mot tencel ou lyocell, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est compliqué. C'est ça qui est justement un petit peu alarmant. Le seul moyen, c'est que toi, tu connaisses tous les types de tissus, et ça, c'est compliqué à savoir. Il y a des blogs qui le répertorient. Donc nous, on a édité un petit guide, comme tu le sais, et dessus, du coup, on a fait une liste avec toutes les matières qui existent dans le monde, et du coup, à quoi correspond cette matière. Et avec un petit descriptif en disant, bah voilà, c'est de la matière naturelle, d'où ça vient, est-ce que ça vient d'une graine, est-ce que ça vient d'une plante, est-ce que ça a été transformé chimiquement, etc., etc. Donc ça, les liens sont dans la description, et tu vas pouvoir voir ça et pouvoir te renseigner quand tu vas acheter quelque chose. De toute manière, tu verras que c'est toujours les mêmes matières qui reviennent à chaque fois. Ok, justement, c'est intéressant que tu me parles de matière parce que je me suis posé la question sur les différents habits que je portais sur moi. Donc au niveau du t-shirt, je suis plutôt content. J'ai un t-shirt 100% coton, donc c'est plutôt une matière, une bonne matière, comme tu as pu me le dire. Par contre, au niveau de mon pantalon, donc bon, j'ai regardé, c'est un jean de la marque Levi's, donc bon, mis à part qu'il a été fabriqué au Bangladesh, c'est pas très important. Mais
c'est plutôt important. Au niveau de sa composition, donc les matières du jean, je vois donc 85% de coton, donc je pense que c'est plutôt, comme mon t-shirt, une bonne matière. 14% de polyester, donc là tu m'as dit tout à l'heure que c'était pas forcément une matière, je dirais une bonne matière, bon après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise matière, mais donc je me pose des questions sur ces 14% de polyester, ainsi qu'1% d'élastane. Bon alors l'élastane je crois que c'est pour l'élasticité du jean, mais moi je me pose des questions sur ces 14%. Est-ce que c'est nécessaire pour Levi's d'avoir rajouté ces 14%? Pourquoi ne pas avoir, je dirais, fait un jean avec 99% de coton et 1% d'élastane? À quoi servent ces 14%? Bah déjà, les 14%, ils servent à donner un peu plus de stretch, donc un peu plus de mouvement à ton jean. Donc ça, c'est leur choix. Après, effectivement, sur une toile de jean, il existe des jeans comme 1083 qui sont fabriqués en France et pas au Bangladesh. Et c'est très important. euh, qui sont fabriqués en France. Et là, pour le coup, c'est 98% de coton biologique, parce qu'il y a aussi toute une polémique sur la partie coton biologique et l'utilisation de l'eau pour produire le coton. Et 2% d'élastane, du coup, toujours pour cette partie stretch. Donc, après, je suis pas dans les équipes commerciales de chez Levi's, mais soit pour des questions de coût, soit pour des questions de stretch. Un petit peu des deux, à mon avis. Ce qui est intéressant justement, c'est qu'on voit à côté, donc tu as pu le dire que les 14% de polyester et les 1% d'élastane n'étaient pas forcément une bonne matière. Et ce qui est assez drôle, c'est que je peux voir qu'il y a une étiquette juste à côté qui dit « Prenez soin de notre planète. Lavez moins, lavez à froid, laissez sécher naturellement, donnez ou recyclez. » Je trouve que c'est assez en contradiction avec les matières qu'ils utilisent. Et matière et aussi le Bangladesh, en fait. Parce qu'en fait, faut savoir que le salaire moyen brut médian au Bangladesh est de $70. C'est un peu du greenwashing en disant on va mettre une étiquette en disant nettoyez le moins et ça sera plus cool pour la planète, alors que le problème il vient pas du nettoyage en lui-même, il vient de comment est-ce qu'on pense le vêtement et comment est-ce qu'on le fabrique. Tu me disais tout à l'heure que le vêtement que vous vouliez commercialiser, proposer au public, allait être de 97% de coton et 3% d'élastane. Ouais. Et aujourd'hui, donc, tu as fixé ton exigence à ces différents pourcents. Est-ce que tu peux dire que ça a été plus difficile pour toi d'arriver à ce rapport, ou ça aurait été beaucoup plus simple finalement de rajouter des matières du polyamide ou ces choses-là? Est-ce que c'est, je dirais, plus simple aujourd'hui quand on veut lancer un vêtement, quel qu'il soit, donc quel qu'il soit, donc que ce soit un t-shirt, une robe, un pantalon, avec des matières nobles ou pas? C'est une très très bonne question que tu me poses. Déjà, donc si on revient sur la collection d'Avant-Garde, enfin, on a un chemisier et un pantalon. Sur le pantalon, on est sur 97% de coton et 3% d'élastane. Avec une certification en Ecotex sur la teinture. C'est une certification qui empêche l'utilisation de certains métaux lourds et qui enlève en fait une centaine de produits chimiques controversés dans la fabrication du vêtement. Comme des pesticides ou ces choses-là? C'est plus dans la teinture en elle-même. La coloration du vêtement. Exactement. Sur quels sont les pigments utilisés. Et sur la partie chemisier, elle est 100% coton et certifié GOTS et certifié Ecotex aussi. Donc c'est du coton biologique et de la nature écologique. Essayez de trouver une fibre pour le pantalon en fibre naturelle avec 97% de coton et 3% d'élastane. En plus, produite en France, c'est une mission quasi impossible. Donc oui, effectivement, c'est très compliqué. C'est très facile de trouver des fibres en polyester importées de Chine, mais quand tu vas vouloir produire de façon naturelle, nous, si tu veux, si on prend un exemple sur notre fournisseur, sur la vingtaine de tissus présélectionnés qu'on a présélectionnés en termes de toucher, donc là c'est Fanny qui fait ça. Moi, j'en ai enlevé 19. Parce que soit c'était composé de polyester,
soit c'était pas produit en France. D'accord. Et aujourd'hui en France, est-ce qu'il est possible de créer un vêtement, donc faire du Made in France, avec des matières type polyamide? Bien sûr. D'accord. Bien C'est sûr. pas uniquement, je dirais, dans des pays hors de la France où il est possible de trouver ces matières. On peut produire des vêtements Made in France avec des matières qui ne sont pas forcément les meilleures. Oui, effectivement. En fait, déjà, le Made in France, c'est pas réglementé, bien que ça c'est de plus en plus structuré dans l'appellation Made in France. Mais effectivement, tu peux produire du Made in France sans aucun souci avec des matières polyamides. Moi, je me pose la question aussi au niveau des matières, pour faire le parallèle avec la mode, justement. Aujourd'hui, on peut parler de mode, c'est-à-dire on lance une collection, c'est la mode, tout le monde veut obtenir ce type de t-shirt, cette coupe de robe, etc. Est-ce on retrouve également cette mode au niveau des matières? C'est une bonne question et effectivement, on peut dire qu'il y a une mode dans les matières. Déjà, c'est plutôt... Enfin, en tout cas, en ce moment, la mode, elle est plutôt tournée vers l'écologie. Donc, tu vas avoir des matières plutôt écologiques qui vont apparaître. Tout à l'heure, on parlait de Tencel. C'est une matière issue de l'eucalyptus, transformée chimiquement, avec des produits chimiques qui sont bons pour la nature. Donc là, tu as beaucoup de choses qui vont apparaître sur cette forme de tissu. Et là, la grande mode aussi, c'est le coton biologique, où on va avoir énormément de nouveaux vêtements faits à partir de coton dit biologique. Mais qui dit coton biologique dit bon pour la nature, dans le sens où on n'a pas utilisé beaucoup d'eau et plutôt dans une agriculture raisonnée. Ça ne veut pas dire que derrière, tu vas mieux payer les gens qui ont travaillé, etc. etc. Et notamment pour la partie éco-responsabilité, les marques font beaucoup de raccourcis en disant ah, nous on est éco-responsable parce qu'on a du coton biologique, mais derrière ils te vendent le pantalon à 20 euros, ce qui est pas bon économiquement parce que 20 euros, si tu prends 50% de marge, si tu prends les 20% de TVA, combien il reste pour ceux qui produisent le vêtement, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas à Avant-Garde France, c'est produire de façon éco-responsable, c'est écologiquement bien sûr, mais aussi économiquement. Donc payer comme il faut les acteurs. Mais écoute, merci pour tous ces renseignements, Paul. Honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses lors de ce podcast et j'espère que les personnes qui vont nous écouter vont également apprendre tout un tas de choses. Surtout que j'ai pu quand même poser beaucoup de questions et tu as pu répondre à toutes mes questions, donc je t'en remercie. Mais de rien. Est-ce que du coup tu as quelque chose à nous partager? Bah oui, parce que alors je ne l'ai pas forcément dit dans mon introduction, mais je sais que tu es au courant, j'ai une passion pour les montres, donc une passion horlogère. Et l'idée c'était de faire un lien justement avec la discussion que l'on vient d'avoir et ma passion avec les montres. Bon alors faut savoir que cette passion elle intervient essentiellement depuis que j'ai 18-20 ans, parce que j'ai eu la chance de réaliser plusieurs emplois saisonniers au sein d'une grande maison horlogère. Et j'ai vraiment pu voir, je dirais, l'envers du décor, c'est-à-dire pouvoir discuter avec des horlogers, avec le service après-vente, avec les personnes de la communication de cette entreprise. Et ça m'a donné goût aux montres, aux garde-temps, et de comprendre finalement comment on en est arrivé là, à porter des montres bracelets, et ne plus forcément utiliser la montre à gousset. Et si je fais le lien aujourd'hui avec notre épisode, également dans l'horlogerie, on va utiliser des matières. On va utiliser beaucoup de matières. Donc forcément, on va voir la matière du bracelet de la montre, essentiellement acier, mais depuis plusieurs années, on va retrouver beaucoup de bracelets en cuir ou encore en alligator ou toutes ces choses-là, mais aussi du boîtier de la montre. C'est-à-dire qu'on va avoir des boîtiers de plusieurs matières. On va retrouver donc encore une fois la plus classique, c'est l'acier, mais on peut trouver des métaux plus précieux comme l'or jaune, l'or blanc, l'or rose, ou encore des matières, je dirais, l'utilisation de deux matières. Par exemple, on peut avoir à la fois sur un bracelet de montre de l'acier, mais également de l'or jaune. Ça fait un mélange très joli. Moi, je me suis toujours posé une question sur les montres. C'est qu'est-ce qui provoque cette différence de prix entre, je sais pas, tu peux trouver une montre Swatch
à 50 euros et une Rolex à 15 000 euros. Est-ce que c'est seulement la matière ou effectivement il y a tout un mécanisme derrière qui est particulier? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on explique ces différents écarts de prix? Ok, donc déjà toi tu as cité donc la marque Swatch, qui appartient au groupe Swatch, comme beaucoup d'autres marques, comme par exemple Hamilton, et la marque, ou je dirais même la maison horlogère Rolex. Alors il faut savoir que c'est vraiment deux produits complètement différents. C'est-à-dire qu'on va retrouver la montre Swatch, certes avec un mouvement automatique, mais ça va pas du tout être le même mouvement automatique que l'on va retrouver au sein d'une Rolex. Pour répondre à ta question, la différence entre Swatch et Rolex, c'est d'abord que, comme je te disais, le mouvement, il faut savoir que le mouvement c'est le plus important finalement, c'est vraiment le cœur de la montre, donc c'est un mouvement, c'est complexe. De mémoire, le mouvement Swatch est un mouvement de 51 pièces, un petit peu plus ou un petit peu moins, mais c'est un mouvement qui est assemblé finalement, qui est usiné, qui est assemblé à la chaîne. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'action humaine, c'est vraiment des machines qui vont intervenir pour la fabrication du mouvement. Après, il ne faut pas oublier que Swatch, si on a un problème, je dirais, sur sa montre mécanique, automatique, je ne suis pas certain que l'on puisse, je dirais, ouvrir le mouvement, réparer le mouvement et pouvoir récupérer sa montre. Toute proportion gardée, je pense que c'est possible, mais quand on a une panne importante, au niveau du mouvement, encore une fois, je ne suis pas certain. Alors que sur une montre Rolex, c'est vraiment des mouvements qui sont assemblés à la main, qui sont en très petite quantité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut, je dirais, acheter une montre Rolex, alors tout dépend du modèle, mais si on est sur la gamme professionnelle de Rolex, sur toutes les montres de la gamme, je crois qu'on en a une dizaine ou une quinzaine, on a à chaque fois de l'attente. Ça peut aller de quelques mois à plusieurs années. Si je prends l'exemple de la Rolex Daytona, par exemple. Parce que c'est des montres qui sont fabriquées en très, très petite quantité. Mais c'est intéressant que tu me poses la question parce que c'est finalement ce mouvement, ce système 51, de mémoire, je crois qu'il s'appelle comme ça a vraiment fait un grand boom au niveau du monde horloger, comme quoi il était possible d'avoir une montre automatique à faible coût, mais d'avoir la notion Swissmade, montre automatique, montre mécanique à remontage automatique. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta montre que tu portes aujourd'hui et pourquoi est-ce que tu l'as choisie? Alors la montre que je porte aujourd'hui, justement, c'est une Tudor. C'est une Tudor, pour être un petit peu plus précis, Black Bay GMT, donc qui fait partie de la gamme Black Bay. Et la particularité de cette montre, c'est qu'elle a une lunette bicolore, et c'est ce qui permet finalement d'afficher un deuxième fuseau horaire. C'est une montre finalement qui n'a pas 3 aiguilles, donc généralement c'est seconde, minute, heure. Là on va retrouver une 4e aiguille qui va finalement afficher un second fuseau horaire du lieu souhaité. Donc là par exemple j'ai l'heure, je dirais locale, donc française, mais j'ai aussi l'heure grâce à cette aiguille rouge canadienne. Donc là je sais qu'il est 12h40 au Canada, d'un seul coup d'œil. C'est une fonction spécifique à cette montre que l'on nomme généralement GMT, et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi chez d'autres fabricants. C'est surtout en fait que cette complication, cette fonction, complication, peu importe le nom, on n'a pas énormément de maisons horlogères qui le proposent. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers celle-ci, qui propose cette complication, justement avec un mouvement manufacture, donc un mouvement manufacture Tudor, et tous les critères que je recherchais. Merci Maxence de m'avoir accompagné lors de ce podcast. Et c'est moi qui te remercie Paul de m'avoir fait découvrir finalement les coulisses de la marque que tu es en train de créer, et de m'avoir initié à ce premier podcast. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous pouvez retrouver toutes les références dans la description du podcast. Si cette thématique de mieux consommer, notamment dans les vêtements, vous intéresse, j'ai écrit un guide sur comment reconnaître la qualité d'un vêtement, initiation aux vêtements éco-responsables.
N'hésitez pas à le télécharger, il est en lien dans la description du podcast ou disponible sur notre site internet avantgardefrance.fr. Si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à mettre une note sur iTunes. Vous pourrez retrouver Fanny dans le prochain épisode des Chroniques d'un entrepreneur. Quant à moi, je vous dis à bientôt.